Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'écouter la 101.2 pour vous informer. Il est 13h. Les titres. Construire durablement la paix sur le continent africain. Le sujet est au cœur d'une conférence de haut niveau entre plusieurs chefs d'état-major de plusieurs pays africains à Bamako. Les commerçants et les victimes des incidents du marché rose de Bamako réclament au gouvernement le paiement de leurs primes. Un montant de 10 millions de francs CFA par victime leur avait été proposé. En RDC, à 10 jours de la présidentielle, le principal entrepôt de la commission électorale pour la ville de Kinshasa a pris feu hier nuit. L'entrepôt contenait 7000 machines à voter, des urnes, des isoloirs, des batteries et des panneaux solaires. La coalition des opposants Félix Tshisekedi accuse le gouvernement comme responsable. Bienvenue dans ce 13h. Mariam Kouyaté est au microphone. Tout d'abord, en bref, une cellule terroriste a été démantelée jeudi dernier par la DGSE malienne aux environs de Koutiala. Adama Konaté, 31 ans, originaire de Yira Diobasso au Burkina Faso, tout comme son frère Kassim Konaté ainsi que Youssouf Sako et Abdraman Sanoko ont été appréhendés alors qu'ils s'apprêtaient à perpétrer des attentats sur certains points sensibles d'Abidjan, Bamako et Ouagadougou en cette période des fêtes de fin d'année. Les premières investigations ont prouvé aussi que les 4 terroristes ont aussi participé à l'enlèvement de la Colombienne sœur Cecilia Gloria le 7 février 2017. De toutes les façons, la DGSE malienne collabore étroitement avec ses homologues de certains pays à travers le partage du renseignement pour agir efficacement dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Je le disais tantôt, plusieurs chefs d'état-major de plusieurs pays africains sont à Bamako pour échanger sur les voies et moyens afin de construire durablement la paix sur le continent africain. La conférence de haut niveau se tient à l'école de maintien de la paix à Lyon Blondinbey. Elle a débuté hier et prendra fin demain. Le premier ministre Soumelou Boubeye Maïga à l'ouverture des travaux. Il est au micro de Mariam Kamara. Le fonds a déjà pu engager 75 millions de dollars. Il peut avoir depuis sa création en 1993. C'est pas suffisant, justement, il faut l'accroître parce que on voit bien que l'effort sécuritaire nécessite beaucoup de ressources. Ici au Mali, nous consacrons près de 25% de notre budget à l'édification de notre outil militaire et sécuritaire, non seulement par rapport à nos préoccupations nationales, mais aussi pour le préparer à rentrer efficacement dans un dispositif régional et sous-régional. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, tous les pays sont conscients de la nécessité de faire du volet militaire et sécuritaire un aspect important de leur stabilité et qui doit préparer justement le déploiement des autres politiques publiques, que ce soit en matière de santé, d'éducation, de sécurité alimentaire, d'économie, enfin de développement. Je pense que c'est pour cela que les pays sont maintenant forcément mobilisés et engagés à apporter leur contribution de manière volontaire. C'était Soumelou Boubeye Maïga, Premier ministre malien. La coalition de la société civile vient de publier son deuxième rapport. Le document en question présenté hier au public fait ressortir des difficultés dans l'application de l'accord pour la paix. La coalition de la société civile pense que c'est une gifle à la souveraineté du peuple malien. Mohamed Ahmed Hag Amani, président de la coalition de la société civile, également ancien Premier ministre, il est au micro de nos confrères de l'OATM. Pouvait-on ne pas imaginer que les réformes politiques et institutionnelles prônées dans l'accord heurtent violemment la Constitution
de 1980. En dépit des incohérences manifestes entre la Constitution et l'accord, des engagements peu réalistes ont été pris dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord. La communauté internationale, pourtant consciente de cette omission, a continué d'exiger l'application intégrale et à la lettre de l'accord, sachant bien que le gouvernement malien fait face à de multiples résistances contre les réformes et les procédures envisagées pour l'adoption de celles-ci par une grande partie de la population malienne et de la classe politique qui, dans sa majorité, observe une indifférence totale à la mise en œuvre de l'accord qu'elle considère comme l'affaire du seul pouvoir en place. Dans cette situation véritablement complexe, la communauté internationale prend le risque mal calculé de se substituer à l'État du Mali à travers un pacte pour la paix, lequel n'est rien d'autre, excusez-moi bien, qu'une gifle à la souveraineté du Mali. Ce grand machin, selon le général de Gaulle, ambitionne de réaliser intégralement l'accord dans un bref délai, ce qui relève de notre point de vue de la quadrature du cercle. Cette décision improductive, inappropriée et contraire au principe de la souveraineté du peuple a fait l'objet de la résolution 24-23-2018 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle est certainement au fondement de toutes les diligences ressenties dans les actions actuelles du gouvernement. Faut-il rappeler que le respect dû à la Constitution est égal au respect dû au peuple et que les violations de la norme suprême, au lieu d'aider, contribueront inexorablement à l'enlisement du processus engagé. Mohamed Hag Amani, président de la coalition de la société civile, également ancien premier ministre malien. En prélude au lancement du projet de développement intégré et de résilience climatique des populations dans les plaines du Delta 2, les acteurs concernés ont présenté hier le dit projet afin d'avoir un schéma directeur d'aménagement du développement. Yapene Djeneba Dolo depuis Ségou nous fait le point. Il s'agissait au cours de cet atelier de présenter le projet de développement intégré et de résilience climatique des populations dans les plaines du Delta 2. Draman Diara, coordinateur du projet. PDD, c'est le projet de développement intégré et de résilience climatique dans les plaines du Delta 2. Et ce projet concerne l'ensemble de la zone officerie Ségou. Mais ça a beaucoup plus de poids dans la zone du Delta 2. C'est permettre à l'officerie Ségou d'avoir un schéma directeur d'aménagement du développement intégré de sa zone d'intervention pour nous permettre de planifier les activités à venir et d'avoir un programme qui va nous permettre de pouvoir appeler les investisseurs. Maintenant, en plus du schéma directeur, il y a un programme d'investissement prioritaire. Et le programme d'investissement prioritaire concerne en gros la zone du Delta D. Il s'agit de voir dans nos plaines, d'avoir une étude approfondie de 21 000 hectares, dont 20 000 hectares en submersion contrôlée et 1 000 hectares en maîtrise totale, y compris les études environnementales. Ce projet permettra d'élaborer un plan de résilience des communautés locales au changement climatique, d'où la nécessité d'impliquer tous les acteurs locaux des 44 communes des cercles de Baraweli, Massina, San et Ségou, zone d'intervention du projet. Draman Diara, coordinateur. Parce que quand on parle de schéma directeur d'aménagement, il faut voir les gens qui sont déjà dans la localité et communiquer avec eux parce qu'il s'agit de prendre l'espace et de voir tel espace est approprié à telle activité, tel espace est approprié à telle activité. Ça, on ne peut jamais le faire sans les bénéficiaires, sans les autorités locales. Donc c'est pour cela aujourd'hui on a jugé nécessaire et avant le lancement du projet qu'on puisse mettre tous les acteurs au même niveau d'information, y compris les bénéficiaires et les acteurs locaux. Il faut noter que ce projet de résilience climatique des populations dans les plaines du Delta 2 va coûter près d'1,397 milliards de francs CFA. De Ségou, Yapene Djeneba Dolo pour la radio Clé. Un an après les incidents du marché rose de Bamako, les commerçants et les victimes sont toujours dans l'attente du paiement de leurs primes. Un montant de 10 millions de francs CFA par victime leur avait été proposé. Un an après, rien n'est fait, même l'enregistrement des victimes tarde à être une réalité. Ils indexent alors les autorités et le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Des éclairages avec Sekou Abdel Kadri Sangaré. Il est le président des commerçants détaillants du marché rose et alentour. Le problème des chambres de commerce, c'était juste pour la promesse qu'ils ont dit, les présidents des chambres de commerce, ils ont promis 10 millions pour les victimes, que les victimes n'ont pas reçu.
jusqu'à maintenant. Mais c'était le problème, on a dit qu'il y avait pas, ils n'ont pas eu de recensement, mais on a aidé tous la commission des chambres de commerce de venir faire un recensement des victimes pour connaître le nombre, pour faire le partage de ces sommes. Bon, ils ont dit qu'après ce boulot, on a demandé que vraiment de remettre l'argent. Ils ont dit qu'ils vont chercher un autre fonds pour ajouter à 10 millions. 10 millions est trop peu. Donc c'est juste ça, jusqu'à maintenant, on n'a pas reçu l'argent. Donc c'est ça qu'on a interpellé les chambres de commerce de tenir leurs promesses. Bon, c'est ça, c'est juste vraiment un hommage à l'un de nos camarades qui est tombé à ce jour même sur l'incendie. Vraiment. Bon, donc, et puis ce que je veux dire aux victimes, de rester soudés, vraiment de chercher, vraiment de revendiquer ce qu'ils ont droit. Bon, l'autorité vraiment puisse impliquer les choses et vraiment avec la reconstruction du marché aussi, puisse faire, les commerçants même puissent impliquer là-dedans. Voilà, parlons de marché. Les femmes de Sirakoro-Meguetana ont un nouveau marché pour leur autonomisation. L'œuvre vient d'un opérateur économique malien du nom de Sambou Koulibaly. Un marché moderne portant le nom de sa défunte épouse Magiatou Okone pour un coût d'environ 126 millions de francs CFA. Ce marché est composé de 100 étals, 10 magasins et 8 toilettes. Le joyau a été inauguré mardi. Vous aurez plus d'informations dans l'édition de 16h. L'actualité internationale nous conduit tout d'abord en RDC à 10 jours de la présidentielle que les Congolais attendent depuis 2 ans. Le principal entrepôt de la commission électorale pour la ville de Kinshasa a pris feu hier nuit. L'entrepôt contenait 7000 machines à voter, des urnes, des isoloirs, des batteries et des panneaux solaires. Le ministre de l'Intérieur, Henri Mova, qui s'est rendu sur place ce matin, parle de dégâts très importants sans plus de précision pour le moment et privilégie la piste criminelle. De son côté, la coalition des opposants, Félix Tshisekedi, appelle à n'accepter aucun report des élections. Il met directement en cause le gouvernement. Faut-il maintenir Laurent Gbagbo en détention? Son éventuelle libération provisoire présente-t-elle des risques? Voici entre autres les questions au menu des débats entre les juges, le bureau du procureur et la défense qui sont en audience à huis clos ce jeudi à La Haye. Je vous rappelle que l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, anciens leaders des jeunes patriotes, sont poursuivis pour crimes contre l'humanité concernant les violences post-électorales de 2010-2011 en Côte d'Ivoire. Et puis au Brexit, Theresa May remporte le vote de défiance organisé contre elle par 200 voix contre 117. La première ministre britannique conservatrice a remporté hier le vote de défiance organisé au sein de son parti à l'initiative de députés hostiles à l'accord de Brexit conclu avec Bruxelles. Dans une courte déclaration devant sa résidence officielle, Theresa May s'est dit ravie de l'appui manifesté à son égard qui permettra de poursuivre la mise en œuvre du Brexit pour le peuple britannique et de réunifier le pays. Retour donc dans l'actualité nationale et aujourd'hui dans notre dossier réseaux sociaux, nous parlons de l'impact des applications téléphoniques telles que Facebook, WhatsApp, Viber, Imo, entre autres dans la vie sociale. Écoutons donc l'avis de quelques Bamakois. Ils sont au micro de Aïchi Baba Adiara. Il y a beaucoup d'impact par rapport à l'utilisation du téléphone aujourd'hui. Donc moi je vais m'appesantir sur le côté éducatif. Aujourd'hui, à travers le téléphone, les enfants voient, disons, des choses néfastes, donc ils peuvent changer, ils peuvent les inculquer des très mauvais comportements. Donc ensuite, en plus de ça, toujours sur le côté éducatif, les enfants passent beaucoup de temps à utiliser le téléphone, donc sans toucher à leurs leçons. Et quand vous voyez dans les grains et les réunions, tout le monde est connecté à son téléphone. Jusqu'à ce qu'on nous appelle aujourd'hui la génération Y. Mais ce qui est un peu aberrant dans tout ça là, quand vous regardez aujourd'hui, les jeunes ont tendance à utiliser les téléphones à d'autres fins
je dirais peu orthodoxe. Qui c'est qui me fait beaucoup plus de mal, ça c'est dans le cimetière. Maintenant, lors du creusage des tombeaux, vous voyez, il y a des gens qui sont là, ils filment la tombe. Lorsqu'on veut reposer un être, je vois qu'il y a d'autres aussi qui utilisent ça là pour mettre sur les réseaux sociaux. Ça peut jouer un impact négatif dans le cadre de la vie sociale. Dans le cadre où, pour avoir un téléphone, normalement c'était un moyen de communication pour faciliter la communication des uns des autres. Aujourd'hui, on a tendance à voir qu'avec la création des réseaux sociaux tels que Facebook, WhatsApp et autres, lorsqu'on met en statut les documents et les choses privées qui sont destinées à un public restreint. L'impact du téléphone sur la vie sociale, vraiment, on peut pas finir de parler de ça. Le téléphone nous a causé plein de problèmes dans notre vie sociale. Je vous donne un exemple frappant. Le téléphone, tu dis à ton enfant de ne pas sortir. En étant dedans, il prend le téléphone, il fait plein de bêtises avec. Des appels vidéo, en étant nuit. Il faut s'attendre à tout maintenant avec le téléphone. Mais aujourd'hui, quand on voit un couple, un homme et son épouse, en général, ils ne se partagent pas le téléphone. Le téléphone est devenu pour eux un moyen de communication qui les sépare. Effectivement, quand on prend également sur le plan éducatif, les enfants sont dans la chambre pour apprendre leurs leçons ou bien pour se coucher, mais malheureusement, vous allez voir que les enfants sont dans la chambre, ils sont en train de manipuler le téléphone, de discuter avec leurs amis qui sont dehors. Et quand on prend une fois à l'école également, le port du téléphone est interdit à l'école. Mais malheureusement, il y a des élèves qui trompent la vigilance des anciens, des directeurs, des surveillants, et ils sont dans la salle de classe avec des téléphones, ils manipulent le téléphone. Au lieu de suivre le professeur, ils sont là à manipuler le téléphone. Ça veut dire que c'est une cause de l'échec scolaire. Voilà, parlons sport avec Nana Samake qui est avec moi sur ce plateau. Nana, bonjour. Bonjour Madame Kraté, bonjour à toutes et à tous. Tournoi de l'arbitrage de la Ligue du district de Bamako. Les 11 créateurs de Nyarila ont battu le El Seba 3-0. C'était hier pour le compte de la première journée. Grâce à un doublé de Lamine Diakité et un but de Malik Traoré, ce mercredi 12 décembre au stade Omnisport de Modibo Keïta. Suite et fin de la journée cet après-midi, toujours au stade Omnisport, avec à l'affiche AS Real AS Blackstar à 17h. La seconde rencontre qui devait opposer les COB et l'AS à 19h n'aura pas eu lieu car les Olympiens ont saisi officiellement la Ligue de Bamako pour dire qu'ils ne prendront pas part à cette compétition. Pour rappel, en ouverture de la journée, mardi, la Somme a battu l'USFAS 3-1, tandis que le stade malien a cartonné les Lyonnais olympiques 5-0. Une victoire qui met en confiance l'équipe de Sotiba pour aborder son match des 16e de finale de la Ligue des champions de la CAF contre la SEC Mimosa de la Côte d'Ivoire. La dite rencontre est prévue ce samedi à 17h au stade Omnisport Modibo Keïta Mariam. Voilà, merci Nana Samake pour ces informations sportives sur FM cette édition. Le rappel des titres avant de nous quitter. Construire durablement la paix sur le continent africain, le sujet est au cœur d'une conférence de haut niveau entre plusieurs chefs d'état-major de plusieurs pays africains à Bamako. Les commerçants et les victimes des incidents du marché rose de Bamako réclament au gouvernement le paiement de leurs primes. Un montant de 10 millions de francs CFA par victime leur avait été proposé. Également en RDC, à 10 jours de la présidentielle, le principal entrepôt de la commission électorale pour la ville de Kinshasa a pris feu hier nuit. L'entrepôt contenait 7000 machines à voter, des urnes, des isoloirs, des batteries et des panneaux solaires. La coalition des opposants Félix Tshisekedi accuse le gouvernement comme responsable. Voilà, c'est donc tout pour cette édition. Merci de votre attention. Mariam Kouyaté est au microphone et je reste toujours avec vous pour votre chronique électe. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Radio Clédou à Caille, 90.8 MHz. Voilà, chers auditeurs, bienvenue dans votre page Elect. Elect est avec moi sur ce plateau. Elect, bonjour. Bonjour, Mariam. Alors, dans le cadre de l'exécution du projet Émerge, une délégation du réseau des jeunes femmes leaders des partis politiques et des organisations de la société civile a rencontré le gouverneur de Kaya. C'était donc en octobre 2018. Alors, Elect, vous allez donc nous livrer le contenu de cette visite, n'est-ce pas? Oui, Mariam. Alors, quelles sont donc les personnes qui constituaient la délégation du réseau des jeunes femmes leaders des partis politiques et des organisations de la société civile? L'équipe du REGEFPO était composée de Madame Keita Djouka Traoré, Aminata Bambi Konate, Madame le maire Maren Sek Ndiaye et Alfadi Maïga.
Alpha Fadiga, je vais dire, pardon. N'est-ce pas? Oui. Alors, quelle personnalité du gouverneur de Caille a reçu la délégation de Emerge? C'est le directeur de cabinet, M. Meif Safane, qui a accueilli les visiteurs, Mariam. Alors, dites-nous un peu le but de cette visite. Cette visite avait pour but de faire un plaidoyer aux autorités administratives en charge des questions électorales sur l'application et la mise en œuvre de la loi 052 du 18 décembre 2015. Cette loi institue des mesures pour promouvoir les genres dans l'accès aux fonctions nominatives et électives et son décret d'application pour les prochaines élections, Mariam. Alors, de quoi ont-ils parlé? Madame Keita Djouka Traoré a présenté le programme Émerge et son objectif 3 qui comporte le projet genre et élections. Elle a invité les représentants du gouverneur de doubler sa vigilance concernant le contrôle des listes de candidatures reçues à son niveau par rapport à l'application de la loi 052, Mariam. Alors, quelle a été donc la réponse du directeur de cabinet du gouvernorat de Caille? Le directeur de cabinet a félicité la délégation pour la bonne initiative et il leur a rassuré de l'engagement du gouvernorat sur la même ligne. Meissa Fane a expliqué les projets réalisés par le gouvernorat sur le même thème avec d'autres partenaires. Il a promis qu'au-delà de son poste de directeur de cabinet, personnellement, il est engagé pour la cause de la femme, Mariam. Alors, Electa, c'était donc tout le contenu de cette visite? Oui, Mariam. Donc, merci à toi et on se dit à demain. Oui, à demain. Merci. Voilà, merci également à nos auditeurs d'avoir choisi Clédou pour vous informer. Merci de votre fidélité. Présentation Mariam Kouyaté, partie technique Fatou Fall. Dans un instant, votre émission sportive. Et bon appétit à tous aussi. Vous êtes à table. L'information continue jusqu'à 16h. Au revoir. Ici, Radio Clédou. C'est tout un monde entre vos oreilles.